Martine Storti, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver au Pays de Colette, dans sa maison natale, dans sa chambre d'adolescence pour cet anniversaire, ces 50 ans du MLF, placé sous le signe. C'est Cathy Bernheim qui l'a voulu de Sisyphe, c'est-à-dire du perpétuel recommencement des luttes. Et on va le voir avec vous dans votre dernier ouvrage, il est presque plus que jamais temps de lutter pour le féminisme et peut-être même la survie du féminisme. Alors, Martine Storti, vous avez été professeure de philosophie, vous avez été inspectrice de l'éducation nationale, journaliste à Libération, journal pour lequel vous avez suivi justement la naissance du MLF et les luttes des années 70, en France aussi bien qu'à l'étranger. Vous rappelez justement au début de l'ouvrage votre voyage en Iran, par exemple, le jour où Kate Millett partait, je crois. On vous doit une série d'articles qui ont été repris, j'invite les auditeurs à le lire dans cet ouvrage « Je suis une femme, pourquoi pas vous ?», qui a été publié en 2010 aux éditions Michel de Maulle. Vous êtes une militante féministe, militante de gauche. Vous avez conseillé beaucoup d'hommes politiques et de présidents, avec plus ou moins de succès. Vous y revenez vous-même en faisant part parfois de votre déception. En tout cas, c'est peu dire que vous avez eu une vie engagée au service des femmes, mais aussi contre le racisme, contre la xénophobie, en agissant notamment pour l'éducation des filles dans les zones d'urgence. Alors j'avais eu le plaisir de vous accueillir il y a quelques années pour le Festival des écrits de femmes, pour l'édition Féminisme. Et je vous retrouve donc aujourd'hui pour la sortie de votre ouvrage qui paraît là, ces jours-ci, au mois d'octobre, pour un féminisme universel, qui est une sorte de suite au précédent, qui a été publié en 2016, Sortir du manichéisme, où vous tentez pour la première fois, je crois, une analyse objective, argumentée, de ce qu'on pourrait appeler des errances du féminisme contemporain ou des féminismes contemporains et l'impasse dans laquelle peut-être le féminisme se retrouve. Alors avant de venir à cette impasse et à cette situation où le féminisme presque semble remis en cause, j'aimerais qu'on s'arrête sur votre parcours et votre lien au MLF. Vous le rappelez, vous avez été très tôt engagé dans les événements de mai 68. Je conseille d'ailleurs à ce propos un très bel ouvrage, j'ai eu le plaisir à lire, ça s'appelle 32 jours de mai, qui a été paru en 2005. Est-ce que cet engagement politique au départ était pour vous un engagement déjà féministe? D'abord, je vous remercie. Merci de m'accueillir ici. Merci à Cathy Bernheim d'avoir eu cette idée. Et je suis à la fois contente et c'est assez émouvant d'être comme ça dans une pièce d'une grande écrivaine, ce que je ne suis pas. Je ne me définis pas comme écrivaine. J'ai écrit des livres, mais c'est pas pareil qu'être écrivain ou écrivaine. J'ai jamais conseillé de présidente de la République. Je suis allée niveau Premier ministre, mais je suis pas allée au-dessus et je suis pas souhaité. Bon. Alors, mai 68, l'engagement féministe, il dit comme ça, non. Pour moi, mai 68, sans doute je mourrais nostalgique de mai 68, enfin de mai et juin 68, hein, de cette période tout à fait extraordinaire en termes de manière de vivre et une sorte d'exaltation comme ça qu'on n'a pas retrouvé. Si j'écris un livre, voilà, c'est comme quand on tombe amoureux d'une certaine façon, mai 68, quelque chose comme ça de tout à fait extraordinaire, éblouissant. Mais mon cheminement, alors, il est à la fois complètement féministe. Moi, quand j'étais une petite fille, j'ai jamais pensé que comme petite fille, il y avait des choses que je n'avais pas le droit de faire. Donc j'étais assez, voilà, patin à roulettes et patinette plutôt que poupée et faire la dinette à la maison. Donc j'étais comme ça assez vive, assez dynamique. En tant que fille, je n'ai pas pensé que c'est après que j'ai compris en grandissant, mais petite ou gamine ou à l'école, comme en plus j'allais à l'école. J'étais bonne élève, j'étais première ou deuxième de la classe, etc. à l'école primaire, donc jamais eu le sentiment d'une infériorisation ou d'une inégalité entre les filles et les garçons, ou d'interdit. C'est plutôt à l'adolescence, évidemment, que les choses ont surgi. Mais si vous voulez, mon engagement politique, il est d'abord l'engagement de... Moi, je suis une fille d'ouvriers émigrés. Ma mère était française, femme au foyer, comme on disait, mais elle faisait énormément de choses à la maison, au noir, en particulier de la couture, pour mettre du beurre dans les épinards, comme elle le disait à l'époque. Et mon père était ouvrier, est arrivé en France au début des années 30, est resté italien toute sa vie, mais en France. Il n'a jamais cherché à devenir français, mais il n'était pas plus italien que français, d'ailleurs, de son point de vue. Et c'est un homme que j'ai vu travailler à l'usine, si vous voulez, 11 heures par jour, 6 jours par semaine, jusqu'en mai 68. Et en mai 68, il avait 60 ans.
Et pour la première fois de sa vie, en mai 68, il a fait grève. Parce que c'est ça, 68 aussi. Hein. C'est pas juste un truc comme ça des étudiants à Sorbonne. C'est aussi toute la France en grève. Et des gens qui n'avaient jamais fait grève qui font grève. C'est le cas de mon père, dans son usine à Colombes, à Mécacro. Et donc mon engagement politique, il est d'abord celui d'une enfant, d'une fille, certes, mais d'une fille d'ouvrier, si vous voulez, d'une famille d'ouvriers. Mais, je ne vais pas m'étendre là-dessus, paradoxalement, une famille d'ouvriers qui est traversée par la lutte des classes. Parce que mon père était ouvrier dans l'usine de sa sœur et de son beau-frère, qui eux aussi étaient des émigrés italiens, mais qui ont choisi de faire fortune, comme on disait, et qui l'ont fait d'ailleurs. Et papa est resté toute sa vie dans cette usine comme un ouvrier, payé à l'heure, hein, et qui allait, comme il n'y avait pas de syndicat, et qui allait quémander 10 francs ou 10 centimes d'augmentation au patron qui était son beau-frère. Mais c'était aussi mon oncle. Et il y avait ma grand-mère paternelle qui habitait avec sa fille, etc. Ce qui fait que je croisais tout ça. Hein. Je croisais mon père 11 heures par jour et le patron qui s'achetait un manoir en Sologne, qui allait à la chasse, qui avait une villa sur la Côte d'Azur, dont les enfants qui avaient une voiture américaine, dont le fils, qui était un peu plus âgé que moi, avait une Porsche, etc. etc. Donc je voyais qu'est-ce que c'était la différence de classe, et en même temps, j'ai été aussi une fois ou deux dans le château en Sologne et dans la propriété de la Côte d'Azur, très peu. Mais bon. Et puis un jour, ma tante Gilda me sortait parfois au cinéma à Paris, parce qu'elle est au cinéma à Paris dans les années 50, c'était quelque chose. J'habitais en banlieue. Hein. Et un jour, on était allé voir, je raconte ça dans l'arrivée de mon père en France, on était allé voir ce film Christine avec Alain Delon et Romy Schneider, très beau film. L'amour fou, et puis la mort, etc. Et tout d'un coup, dans la voiture, ma tante me dit « Ton père est un con, il n'a jamais su se débrouiller. » Et j'ai compris que j'avais quoi? J'avais 12 ans, 13 ans. Se débrouiller, c'était essayer d'avoir du fric, et tant pis si c'est sur l'exploitation d'autres hommes ou d'autres femmes qui, toute leur vie, vont travailler, etc. Donc mon engagement politique, il vient de là. Alors comment est-ce qu'on en parle de la lutte des classes au féminisme? Alors l'engagement féminin, en mai 68, moi je suis une permanente du comité de grève de philo, en effet, je suis agrégative de philo à ce moment-là. J'ai été donc mai-juin tout le temps à la Sorbonne, à Sancier. Je ne suis jamais allée dans l'usine de mon père évidemment, mais de temps en temps des usines demandaient des ouvriers, etc. En mai 68, je le dis tout à fait sans honte ni gloire d'ailleurs, je ne suis pas du tout engagée sur le plan féministe, mais je suis une des rares filles à prendre la parole dans les AG de philo, si vous voulez. Le comité de grève, c'était pratiquement que des garçons, sauf une fille ou deux, et en particulier moi. Et en effet, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps quand j'ai sorti justement « Je suis une femme, pourquoi pas vous ?», qui se souvenait de moi uniquement parce que j'étais la seule fille à prendre la parole dans les AG de philo, ou pas la seule, mais en tous les cas le plus souvent, c'était donc moi. Mais je ne serais pas définie comme féministe à ce moment-là, mais je l'étais d'une certaine... Mais je suis passée à côté je sais qu'il y a eu des réunions à la Sorbonne sur le féminisme et de femmes à ce moment-là. Bon, elles sont passées relativement inaperçues, parce que moi qui étais tous les jours à Sorbonne, j'étais même pas au courant qu'il y avait ces réunions, si vous voulez. Mais je suis passée à côté, hein, je ne dis pas que j'y étais. Et ensuite, je suis nommée prof de philo, donc je quitte Paris, mais je venais régulièrement à Paris, et je tombe à la librairie Maspero, qui hélas depuis a disparu, sur ce fameux numéro « Libération des femmes à des zéros ». Et là, je l'achète, et je lis des tas de trucs des tas de questions que je me posais, des tas d'impressions, des sentiments que je ressentais, des problèmes, etc., que je croyais être les miens, et qui sont énoncés par d'autres en France, d'autres qui venaient des États-Unis, d'autres même d'un autre pays, etc., et qui disent
exactement ce que j'éprouvais, ce que je ressentais sur toute une série de choses, le rapport à la famille, le rapport aux garçons, le rapport aux femmes, la sexualité, etc., etc., la peur du viol, la crainte des violences, les inégalités quand même, parce que, par exemple, si on prend mai 68, c'était quand même... regardez, les leaders de mai 68, c'est des hommes. Les figures de mai 68, c'est des figures masculines. Les interviewés de mai 68, il n'y a pratiquement pas de filles. Et que ça soit du côté des étudiants, du côté des syndicats, du côté des grèves ouvrières, etc., c'est quand même les hommes qui sont devant. Donc tout ça fait que quelque chose... Mais je suis à Denain. Je viens à Paris que le week-end. Je suis prof de philo à Denain, dans le Nord. Et donc c'est plutôt là-bas. Je ne vais pas aux AG des Beaux-Arts, par exemple, que Cathy a beaucoup fréquenté, qu'elle raconte très bien dans ses livres. Moi, je n'y vais pas, ou une fois comme ça, mais quand vous étiez une petite de province qui venait une fois dans une AG aux Beaux-Arts, vous comprenez, vous n'existiez pas, parce que malgré tout, il y avait quand même une prise de parole, des connivences, et je n'en étais pas. Mais à Denain, en revanche, avec mes élèves, donc je suis prof de philo, dans un lycée technique en plus. Mais il y a des classes de philo parce qu'il y avait la section B, donc il y avait une classe avec 6 heures de philo, plus d'autres classes, etc. Donc c'est une chaire créée. Et j'arrive dans un lycée où, en mai 68, il ne s'était pratiquement rien passé, et où la moindre petite espace avec la façon commune de se comporter comme prof était tout à fait aller au café, par exemple. Alors j'allais au café avec mes élèves, garçons et filles, ce qui était un truc en 69, en 1969, donc après 68 quand même, c'était un truc complètement extraordinaire, quoi. Les renseignements généraux racontaient au surveillant général, ça ne s'appelait pas encore conseiller principal d'éducation, que Martine Storti, un prof de philo, avait dîné à Valenciennes avec X, Y ou Z, un samedi soir, les rares week-ends où je restais. Et en même temps, j'avais donc ces garçons et ces filles dans ma classe, et c'est avec eux que j'ai fait débattre de l'avortement, débattre des inégalités entre filles et garçons, parler du MLF naissant dont quand même il n'y avait pas beaucoup d'articles, mais un petit peu, apporter libération des femmes à des zéros en classe et en parler, etc., etc., si vous voulez. Et faire un groupe MLAC avec certaines des élèves, intervenir entre parfois certains profs et les filles qui avaient des histoires avec des garçons et qui fuguaient, et donc pour pas que les gens soient renvoyés, etc. Bon, des petites choses, si vous voulez, mais qui... c'est ça mon premier engagement, non pas pour moi, mais par rapport à d'autres de féminisme. Mais pas les tout débuts du MLF, je les ai vus que de loin, dans quelques... grande réunion qu'il pouvait y avoir un samedi ou un dimanche à Vincennes, où je me souviens, il y avait quelque chose. Mais si vous voulez, j'étais pas... Et tout change quand je rentre à Libération, un peu par hasard. Enfin, je quitte l'enseignement parce que je ne pouvais pas passer ma vie à Denain, si vous voulez. Je suis restée 5 ans, ça va, j'arrivais pas à obtenir la mutation. Parce que la mutation, c'était... il fallait avoir des enfants pour avoir des points, être marié, etc., ce qui n'était pas mon cas. Et donc, je prends un congé avant de démissionner complètement, et je rentre à Libération. La Libération qui s'était arrêtée à l'époque, c'était créé l'année d'avant, 1973, s'arrête à l'été 74 et reparaît en novembre 74. Mais je ne rentre pas du tout sur la rubrique femmes, qui n'existait d'ailleurs pas, je rentre sur la rubrique école. Mais très vite, je dis, écoutez, ça va, je ne vais pas faire l'école, parler des syndicats enseignants, mais même si c'est intéressant, l'éducation. Et peu à peu, j'essaie de monter, en effet, un suivi assez régulier des mouvements féministes, j'ai envie de dire, parce qu'en effet, c'était aussi bien le MLF en tant que tel, qu'une grève de femmes dans une usine, que... quelque chose qui se passait en Italie, qu'un livre qui sortait, qu'un film fait par une femme, etc. Parce qu'il faut se souvenir de l'explosion. C'était tous azimuts, le mouvement féministe, la question des femmes, là, dans les années 60. C'est-à-dire qu'on a eu, à partir de... il y a eu les tout débuts, et je rends hommage à toutes celles qui ont lancé tout ça, mais à partir de 73-74, on a vu la société, quand même, s'emparer
de cette affaire. Hein. C'est-à-dire que donc, les maisons d'édition créent des collections femmes, les films de femmes, les chansons de femmes, et puis en même temps toutes les luttes, en effet, l'avortement, et immédiatement après l'avortement, dans une logique d'ailleurs tout à fait compréhensible, la question des violences et du viol qui ont été au centre des années 75, 76, 77, 78. Alors vous allez suivre l'ensemble de ces combats du MLF qu'on a évoqué tout à l'heure avec Cathy Bernheim, et c'est ce qui vous permet aujourd'hui de revenir sur cette histoire dans Pour un féminisme universel, pour justement essayer de replacer le MLF par rapport au combat contemporain, et notamment pour répondre à un certain nombre de mises en cause qui sont exprimées ici et là par des féministes, non pas par des groupes traditionnels, la droite ou l'extrême droite comme on pourrait le penser, mais par un certain nombre de collectifs féministes qui remettent en cause finalement cet héritage du MLF, ce qui en soi ne serait pas un problème si, vous le dites, on va y revenir, ça n'allait pas de pair avec parfois des risques de retour en arrière. Alors on va essayer ensemble d'aborder ces différents points dans l'ordre que vous suivez d'ailleurs dans l'ouvrage, en commençant par ce qu'on appelle le féminisme intersectionnel ou décolonial. Ces termes, on les trouve beaucoup dans la presse aujourd'hui, ils sont souvent évoqués. Peut-être avant d'en venir aux éléments d'argumentation, on peut peut-être rappeler ce que signifie le terme féminisme intersectionnel et féminisme décolonial. Ah ben, je suis assez mal placée surtout pour rappeler ce qu'est le féminisme décolonial. Alors, le féminisme intersectionnel, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il faut croiser ou articuler ou mettre ensemble différentes formes d'oppression, hein, qui se croisent, qui se rencontrent. Bon, voilà, c'est de l'ordre de l'évidence. Moi, je suis féministe intersectionnelle, c'est-à-dire que si on me dit que une femme noire, pauvre, lesbienne est plus opprimée qu'une femme blanche, riche, hétérosexuelle, oui. C'est-à-dire, ça va de soi. On a toujours été intersectionnel. Le croisement, la conscience de différentes oppressions qui peuvent s'accumuler, se croiser et qui font que les luttes doivent en tenir compte, c'est une évidence absolue. Mais aujourd'hui, donc moi, si c'est se réclamer d'un féministe qui dit qu'il y a du sexisme, il y a aussi du racisme, il peut y avoir aussi de l'oppression de classe et de l'homophobie, etc., bien sûr. Mais ce qui se passe, c'est pas que ça. Ce qui se passe, c'est que, à mon avis, l'intersectionnel, d'une part, est un adjectif qui est utilisé. C'est un outil de disqualification, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, on en parlera peut-être. Je dis la même chose de ceux qui globalisent les jeunes féministes en néo-féministes. C'est un outil de disqualification parce que c'est dire, si vous ne vous proclamez pas matin, midi et soir intersectionnel, c'est parce que vous êtes une blanche, et donc comme vous êtes une blanche, vous êtes forcément raciste, etc. etc. Bon, c'est ça l'outil de disqualification, si vous voulez. Il faut arborer le drapeau. Il faut tenir dans les deux mains tout le temps le drapeau intersectionnel, sinon on est fichu, quoi. On est une blanche raciste. Et puis, surtout, ça ne serait pas encore très grave, parce qu'après tout, la polémique, mais si on remarque le fonctionnement de l'intersectionnalité de la part de certaines et de certains, au nom de l'intersectionnalité, on ne croise pas, on n'additionne pas, on ne fait pas se rencontrer les multiples formes d'oppression. On hiérarchise les oppressions. Et là, il y en a une qui l'emporte sur le reste, peut-être deux d'ailleurs, mais enfin, c'est surtout le retour de ce mot race, donc l'oppression dite raciale, et parfois même aussi l'oppression d'une religion opprimée, qui serait plus opprimée que les autres, en l'occurrence l'islam. Dans un pays comme le nôtre, je veux dire. Et donc, au lieu de croiser et de prendre en compte la totalité des oppressions, on finit par n'en prendre qu'une, et surtout, on finit par secondariser la question de l'émancipation des femmes, la question de la lutte des femmes, la question de la lutte contre le patriarcat. Et à telle enseigne d'ailleurs que des femmes, des jeunes filles, des jeunes femmes, des plus âgées, peu importe, qui se battent par rapport à une oppression qui peut être portée par une religion,
en l'occurrence, majoritairement là, c'est pas la peine de se cacher derrière des boîtes d'allumettes, une certaine forme de la religion musulmane, vont se trouver accusées, si elles sont noires ou arabes ou issues de l'immigration, etc., si elles sont racisées, comme ils disent, ou elles disent, se vont accusées de trahir leur propre origine, leur propre race, leur propre couleur de peau ou leur propre religion. Ça va jusque... Regardez, alors ça c'est le bout extrême, mais regardez ce qu'écrit Guria Boutelja, les indigènes de la République, etc., c'est de dire, le féminisme vous empêche de voir le combat principal. Je devance peut-être un peu votre question. Pourquoi je dis que c'est un retour en arrière? C'est parce que ce front secondaire, la lutte des femmes comme front secondaire, c'est un très vieux discours. C'est un très ancien discours. C'est le discours de toute la gauche, y compris de la gauche révolutionnaire. On ne parle pas de la droite, on en parlera tout à l'heure, de la gauche révolutionnaire. Toujours on nous a dit, et alors moi qui viens du gauchisme et qui viens de cette gauche révolutionnaire, etc., toujours on nous... Qu'est-ce qu'on a expliqué? Depuis la Révolution française, mais même toujours. La lutte des femmes, l'émancipation des femmes, bien sûr on est d'accord, mais après la Révolution, parce que le combat principal n'est pas celui-là, c'est le front secondaire. Et c'est extraordinaire de voir qu'alors qu'on s'est en effet battu pendant des années pour sortir de ça, le MLF a sorti la gauche, les femmes, le féminisme et la gauche d'une certaine façon de cette affaire du front secondaire et de après la Révolution, tout sera tellement merveilleux que bien sûr les femmes seront émancipées. Mais regardez aussi, c'était pareil dans les luttes de libération nationale. Regardez la guerre d'Algérie. Les femmes ont été extrêmement présentes pendant la guerre d'Algérie. Certaines étaient des terroristes, certaines étaient des militantes, certaines en sont mortes, etc. Et l'indépendance acquise, retournez chez vous, mesdames, c'est terminé. Donc le MLF de ces années 70 sortait les femmes de ça, du front secondaire. Et aux stupéfactions pour la vieille bonne femme que je suis maintenant, c'est ce retour, vous voyez, au front secondaire. Alors on va revenir justement à ce front secondaire. Pour un féminisme universel, la force de l'ouvrage, c'est de revenir en répondant presque point par point à des éléments d'argumentation. On n'aura pas le temps ici de les reprendre tous, mais je voudrais reprendre la première accusation à laquelle vous répondez dans l'ouvrage, qui est lancée donc aux féministes des années 70, qui aurait été, c'est ce qui est dit, victime de la fiction selon laquelle le colonialisme a pris fin en 1962 et qui du coup aurait été, disent donc les intersectionnels et décoloniales notamment, indifférente notamment à la coordination des femmes noires. Et là vous dites non. Il faut arrêter d'affirmer des choses qui ne sont pas exactes. Oui, alors juste un point, mais intersectionnel et décolonial, c'est pas tout à fait synonyme, parce que j'ai parlé de les décoloniales, l'intersectionnalité ne renvoie pas forcément à l'enjeu de la colonisation ou de la décolonisation, etc. Pour que les choses soient bien claires, le désaccord, le débat, les divergences, les dissensus, tout ça, moi, ça ne me gêne absolument pas, c'est la démocratie. La démocratie, c'est d'être en désaccord. Autrement, c'est totalitarisme, si tout le monde pense pareil. Bon. Mais le désaccord est une chose, la réécriture de l'histoire en est une autre. Donc c'est ça qui est assez... On n'a pas besoin de... Pourquoi réécrire l'histoire? Il suffit de dire, vous n'êtes pas... Peut-être qu'on n'a pas été assez sensible à la question du racisme. Peut-être. Peut-être que le combat n'a pas été suffisamment mené, mais dire que nous avons été indifférentes au racisme, indifférentes à la coordination des femmes noires, indifférentes aux enjeux internationaux, là c'est à tomber de l'armoire, vous comprenez, parce que indifférentes aux enjeux internationaux, alors que le mouvement féministe était dans sa constitution même, internationaliste presque, et que les enjeux non seulement de solidarité, mais de combat commun, le combat commun avec les Chiliennes, qui quand elles combattaient, quand elles étaient victimes de la dictature de Pinochet, étaient aussi victimes comme femmes, torturées comme femmes, violées,
parce que les tortures contre les femmes, c'est souvent des tortures sexuelles, du viol, etc. Donc les Chiliennes, les Argentines, les Iraniennes, les Palestiniennes, les femmes sahraouis, les dissidentes soviétiques, enfin tout ça était le tribunal international des crimes contre les femmes à Bruxelles, que je rappelle dans mon livre. Toutes ces questions-là étaient permanentes, quotidiennes, si vous voulez, alors que certaines soient plus intéressées par l'international que d'autres, évidemment. Bon. L'accusation sur la coordination des femmes noires à Watiam faisait... Moi, j'ai participé à plein de réunions de la coordination des femmes noires, j'ai fait des articles dans l'IB, d'autres y ont participé. À Watiam se battait contre l'excision, c'était son combat principal. C'est elle qui a lancé, avec Benoît de Groul, qui d'ailleurs préface son livre « La parole aux négresses », a lancé toute cette lutte contre l'excision, qui était une lutte très difficile pour ces femmes, en effet. Parce que, par qui étaient-elles contestées, principalement? Ben, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Elles étaient contestées par leurs camarades révolutionnaires. Quand il y a eu le lancement de la coordination des femmes noires à Paris, à la salle de l'AGK, on leur a dit, mais la lutte contre l'excision, c'est une lutte de petites bourgeoises. Et puis après la Révolution, l'excision, on en parle, on verra bien ce qu'on fait. Donc c'était une lutte bourgeoise, c'était une lutte non révolutionnaire. Et là, encore une fois, discours permanent, puisque c'est très exactement, en effet, le discours du Parti communiste dans les années 50 sur la question de l'avortement et de la contraception. Quand Horace Vermerge disait, à propos de l'avortement, il ne faut pas que les vices de la bourgeoisie deviennent les vices de la classe ouvrière. Comme si la question de l'avortement ne se posait pas aux ouvrières, mais elle se posait encore plus aux ouvrières qu'aux bourgeoises, parce que les bourgeoises pouvaient aller avorter là où c'était possible d'avorter, en Suisse ou en Angleterre, et que ça coûtait très cher, alors que les ouvrières avaient la faiseuse d'ange, comme la queue de persil, pour faire un avortement qui emmènerait à l'hôpital et parfois à la mort et à l'infection, etc., etc. Donc c'est absurde, si vous voulez. Les femmes bourgeoises ouvrières, sur un certain nombre de points, sont l'excision, l'ablation du clitoris, ou couser les petites lèvres du sexe féminin, et même les couper. C'est dans toutes les cultures où l'excision existe, c'est pas, voilà, ça concerne toutes les femmes ou toutes celles dont la famille va faire exciser les petites filles. Eh bien, quand Awatiam et ses camarades se battaient contre l'excision, c'est les camarades révolutionnaires qui venaient leur dire c'est pas assez révolutionnaire. Bon, voilà, donc plutôt que de dire vous êtes passé à côté, il faut au contraire prendre cette histoire, s'inscrire dans cette histoire, quitte à la critiquer. Moi, je ne considère pas qu'on est au-dessus de la critique. Bien sûr qu'on peut être, bien sûr que les jeunes peuvent nous dire vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, etc., etc. Mais immédiatement le qualifier, c'est parce que vous êtes blanche, c'est parce que vous étiez indifférente au racisme, c'est parce que vous étiez indifférente aux effets post-coloniaux. Mais quelle est la féministe de ce mouvement-là, du MLF, qui a pensé qu'en effet, en 1962, parce que des accords mettant fin à la guerre d'Algérie avaient été signés à Évian, ça mettait fin aux effets du colonialisme, au post-colonialisme, au néocolonialisme. C'est nous prendre pour des abrutis, pour des idiots. Vous menez la critique très loin parce que vous dites que finalement ces accusations portées notamment par les décoloniales et par les indigènes de la République est non seulement absurde mais extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que vous écrivez que lorsqu'ils attaquent le féminisme blanc, en fait c'est le féminisme tout court qu'ils attaquent, et vous citez justement cette prise de position d'Ouria Boutelja: la critique du patriarcat indigène est un luxe que les femmes indigènes ne peuvent pas se permettre. C'est du chocolat. C'est du chocolat pour elles. Le féminisme, c'est du chocolat. C'est pour ça que le sous-titre du livre d'avant, c'était des roses et du chocolat. Des roses, puisque c'était du pain et des roses, les revendications des ouvrières qui justement disaient on ne mange pas que du pain, on veut aussi autre chose. Les roses, c'est tout, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est la vie, c'est de pouvoir se promener, c'est d'avoir du temps libre, c'est d'avoir du temps avec ses enfants, c'est pas être constamment enfermé dans l'usine. Et j'ai des roses, donc voilà, et du chocolat, parce qu'en effet, c'est ça qu'elle dit, le féminisme, c'est pas pour vous, c'est du chocolat, c'est un luxe, bah oui, lire ça ne peut que plonger dans une infinie tristesse de pourquoi est-ce que dire les ouvrières n'ont pas le droit à l'avortement,
c'est un truc de bourgeois. On a remplacé bourgeois par blanc, si vous voulez. Je cite aussi une phrase de quelqu'un qui dit j'ai lu ça, c'est un truc de femme blanche, c'est pas féministe, c'est un truc de femme blanche. Comme si, alors que c'est quoi les femmes blanches féministes, c'est forcément complètement contradictoire. Donc on porte. Derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, malheureusement, pas que dans ce camp-là, j'ai envie de dire. Et moi, c'est un truc alors que vraiment je trouve absolument insupportable, destructeur, c'est l'assignation à résidence, vous voyez, c'est l'essentialisation. Il n'y a plus de subjectivité, il n'y a plus d'individu, il n'y a plus de singularité. Il y a les hommes, les femmes, les noirs, les blanches. Et donc, si vous avez la peau blanche, forcément, c'est que vous pensez forcément comme ça, vous faites forcément telle chose. Non, mais c'est pas possible, ça. Il n'y a pas les noirs et les blanches. Il y a des noirs et des blancs. Il y a des hommes et des femmes. Tous les hommes ne sont pas d'horribles violeurs quotidiens. Et toutes les femmes ne sont pas absolument extraordinaires, formidables, sans défaut. Ces livres, c'est des livres contre les globalisations, les essentialisations, et rabattre les concepts politiques, les idées et les cheminements des uns et des autres, des unes et des autres, sur des identités figées. Je dis quelque part, on en parlera si on parle du mot universel, l'identité fige et l'universel chemine, voyage, bouge. Alors l'identité, vous êtes français, c'est ça, vous êtes blanche, vous êtes noire, non, pas possible. Alors ça, c'était un premier camp d'attaque que j'ai globalisé pour le coup en tant que les attaques menées par les intersectionnels et surtout les décoloniales. Il y a aussi des attaques de certaines féministes marxistes. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que les membres du MLF, les femmes du MLF sont accusées d'être blanches et bourgeoises. Et vous citez cette phrase qui justement sert à disqualifier le MLF, utilisée aujourd'hui. « Nous n'avons aucun intérêt à briser le plafond de verre », qui est une expression beaucoup utilisée justement dans ces années-là, si l'immense majorité des femmes continue à en nettoyer les éclats. Cette accusation, évidemment, recoupe celle portée par le féminisme décolonial, finalement, puisque les femmes blanches sont accusées de s'émanciper au détriment sur le dos des femmes noires, des femmes racisées. Ou racisées, oui. C'est assez compliqué cette histoire, parce que faut savoir un peu ce qu'on veut. Le plafond de verre, s'il est pris comme il faut être ambitieuse, conquérir des postes de pouvoir, faire fortune pour montrer que les femmes sont les égales des hommes, d'une certaine façon, ça n'est pas mon combat. Je veux dire, là, c'est une conception du féminisme, je l'ai dit dans le livre, qui regardait comme juste l'intégration égalitaire à l'ordre établi. Si c'est pour être à la tête d'un conseil d'administration d'une entreprise qui exploite les hommes, les femmes, les blancs, les noirs, les jeunes, les vieux, tout ce que vous voulez, juste pour faire du fric et pour faire du bénéfice et engranger ces actions, c'est sûr que c'est pas mon combat, parce qu'en effet, je ne dissocie pas d'une certaine façon le combat féministe du combat politique, au sens changer l'organisation de la société aussi sous cet angle, pour le dire d'une vieille formule, l'exploitation de l'homme par l'homme. Vous connaissez la plaisanterie. Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, et le communisme, c'est l'inverse. Donc voilà, mais en même temps, reprocher à certaines femmes d'avoir une ambition, pourquoi on la reprocherait aux femmes et pourquoi on ne la reproche pas aux hommes? Pourquoi c'est cette ambition de femmes à conquérir le pouvoir? Et on ne dit pas la même chose des hommes à la tête du conseil d'administration, où on ne leur dit pas vous aussi, vous êtes aussi salauds que les autres, parce que le bris du plafond de verre, le plafond, il peut être aussi utilisé par les hommes, et que ça soit d'autres femmes ou d'autres hommes. Il y a aussi des hommes exploités à cause qui sont ouvriers, et pas que des Noirs d'ailleurs, et pas que des Arabes, et tout le monde est dans une situation parfois difficile en tant qu'ouvrier, etc. Il y a quelque chose d'injuste, là, d'une certaine façon. Moi, ce n'est pas mon combat d'être à la tête d'une grande entreprise, précisément parce que, comme je vous l'ai dit, vu mes origines, je sais sur quoi se bâtissent les fortunes. Je sais de quelle souffrance, sauf si vous êtes un très grand écrivain et que vous gagnez des sommes énormes parce que vous avez écrit un livre qui est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Mais enfin, en gros,
J'ai vu dans ma famille, moi j'ai vu l'exploitation des ouvriers et des ouvrières et qu'est-ce que c'est bon. Donc c'est pas mon truc, pas envie de conquérir du fric et du pouvoir, etc. Mais je sais que une partie des enfants d'ouvriers ont cette ambition-là, hein, de devenir patron, d'être riche, ou d'être célèbre, et je ne leur jette pas forcément la pierre, hein, parce que voilà, il y a des histoires et des histoires singulières. Moi, je prenais le plafond de verre un peu comme une image aussi, oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette métaphore du plafond de verre? Elle dit, il arrive, où qu'elle soit, que souvent, trop souvent en tous les cas, des femmes, parce qu'elles sont femmes, ne parviennent pas à se réaliser comme elles le souhaiteraient parce qu'elles sont des femmes. Et ça, c'est vrai de tous les domaines. Il y avait encore il y a quelques jours dans Le Monde, un très bel entretien avec une femme chef d'orchestre, et qui était mariée avec un chef d'orchestre. Et comme elle était mariée avec un chef d'orchestre, son mari ne supportait pas qu'elle soit chef d'orchestre, elle aussi. Il y avait un côté comme ça, les chefs d'orchestre, ça ne peut pas être une femme, c'est des hommes. Et elle raconte toutes les difficultés qu'elle a eues, et il y a très peu de femmes chefs d'orchestre, pour devenir chef d'orchestre, encore aujourd'hui, si vous voulez. Alors on pourrait faire la liste interminable. Pourquoi les femmes peintres, elles sont toujours les sœurs ou les femmes musiciens? Pourquoi les musiciennes? Pourquoi les compositrices sont à ce point ignorées, inconnues? Moi-même, j'écoute très peu de symphonies, ou de sonates, parce qu'on ne les a pas, quoi, écrites par des femmes. Donc on peut faire ça dans tous les domaines. Alors, la lutte contre le plafond de verre, c'est cette lutte-là. C'est pas parce que je suis une femme peintre que je dois rester inconnue, c'est pas parce que je suis une femme musicienne, c'est pas parce que je suis maquilleuse, camérawoman, écrivaine, lingère, enfin peu importe, que j'ai une barrière, et on le voit tous les jours. J'ai pris des exemples là, dans les domaines culturels, mais on le voit tous les jours dans les entreprises. Hein. Là aussi, l'entretien, la tribune très récemment dans Le Monde, des femmes médecins, une femme chirurgienne, c'est encore quelque chose de tout à fait exceptionnel. Les femmes médecins, on leur dit, alors si tu tombes enceinte pendant que tu fais ton stage à l'hôpital, c'est foutu pour toi, tu ne monteras jamais dans la carrière. Donc vous voyez, c'est ça le plafond de verre. Alors, briser ça, c'est pas opprimer les racisés. C'est au contraire dire aux racisés ou pas racisés, allez-y. Le plafond de verre, c'est pas juste, vous voyez, écraser les autres, c'est avoir le droit de se réaliser et d'aller au bout de soi, au bout de sa potentialité, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Eh ben, on en est loin. Sauf que l'accusation va quand même assez loin, puisque les féministes, là encore historiques des années 70, sont accusées, celles qu'on appelle mainstream ou hégémoniques, sont accusées d'avoir été récupérées finalement par le capitalisme. Je ne sais pas ce que c'est, moi, les féministes récupérées par le capitalisme. Il y a des féministes récupérées par le capitalisme, oui, et puis des féministes pas récupérées par le capitalisme. Alors, le capitalisme, de toute façon, récupère tout. Hein. Malheureusement, la vie m'a appris que moi aussi, je pensais, vous voyez, quand j'avais 20 ans, pourquoi j'étais prof? Je ne voulais pas aller à l'usine. Ça, l'usine, non. Ma rupture avec mon milieu d'origine, c'est que je ne veux pas aller à l'usine. Parce que je vois ce que c'est l'usine, c'est bon. Non. Mais je deviens prof parce que prof était... D'abord, j'avais passé un concours, les IPES, pour ne pas coûter de l'argent à mes parents. Et aussi parce que prof, ça m'apparaissait ce qui était le moins compromettant avec le système, comme on disait à l'époque. Hein. Pas dans un sens complétiste, mais dans un sens cautionner la société telle qu'elle est. Donc, je deviens prof, je cautionne pas le système, je gagne ma vie, mais bon, pas plus que ce qu'il faut. Et en plus, je peux porter la bonne parole révolutionnaire aux élèves, donc c'est tout bénef de tous les côtés, d'une certaine façon. Mais... quand le féminisme a gagné la société, etc., on a vu qu'une femme de gauche féministe pouvait devenir ministre ou secrétaire d'État plutôt d'un gouvernement de droite, celui de M. Jacques Chirac, Premier ministre, et Valéry Giscard d'Estaing, président de la République. J'ai nommé François Giroud. Bon, voilà, elle a considéré qu'elle pouvait cautionner ce gouvernement de droite. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien fait d'ailleurs, mais on n'était pas c'était pas notre truc, quoi. On disait,
pas l'intégration égalitaire à l'ordre établi. Ça veut dire quoi récupérer? Ça veut dire qu'il y a eu des réformes? Ben oui, il y a eu des réformes. Et ben oui, on est réformiste. Parce que si on veut le droit à l'avortement, c'est une réforme. Si vous voulez une réforme, vous êtes... Moi, je suis réformiste, bien sûr, je suis réformiste. Le droit à l'avortement, la parité, l'égalité de salaire, le droit des femmes à voyager comme elles veulent, à circuler comme elles veulent, à ne pas porter le voile si elles ne veulent pas porter le voile. Tout, bien sûr, mais toute la conquête des droits humains est réformiste. Les syndicats sont réformistes, les partis politiques, bien sûr, il faut réformer. Alors, on me dira... la réforme, ce n'est pas la révolution. D'accord. Mais la révolution, dans un certain nombre de cas, on a vu aussi ce que ça pouvait produire. Donc, bien sûr qu'il faut réformer, mais réformer n'est pas forcément cautionner. Qu'est-ce qu'il a récupéré, le capitalisme? Il a récupéré l'avortement et le... Ben oui, ben quoi? Mais il récupère tout, le capitalisme. Il a récupéré les congés payés. Alors, il faut être contre les congés payés parce que c'est récupéré par le capitalisme. Le capitalisme a fait... Il y a un fric fou qui s'est fait sur les vacances. Alors, il faut supprimer les vacances parce que ça fait le jeu du capitalisme. Qu'est-ce que c'est cette histoire de... Tout est récupéré. Décolonial et intersectionnel, je trouve ça drôlement récupéré parce que si on veut être chic aujourd'hui, dans les années 70, si vous voulez être chic, il fallait être maoïste. Bon, ça, c'était toute une partie comme ça de l'élite, entre guillemets. Je suis maoïste, c'était très bien d'être Mao. J'ai vu ça à Libération, et moi, je n'étais pas Mao, c'était bon. Et de dire le peuple à cause du peuple, etc. Aujourd'hui, c'est très chic. Mais même le Figaro Magazine fait des trucs sur intersectionnel. Vous avez des articles dans le Figaro Magazine. Le Figaro Magazine qui défend le capitalisme jour après jour, comme le Figaro. Figaro Madame, je veux dire. Pas Figaro Magazine, Figaro Madame. Encore récemment, j'ai vu un truc sur intersectionnalité. C'est très chic d'être décolonial et intersectionnel. Moi, je trouve que c'est vachement récupéré. Alors, il y a un autre danger qui menace le féminisme et qui est plus surprenant. C'est celui du nationalisme qui récupère à son compte la lutte pour l'égalité femmes-hommes. Vous expliquez que c'est lié finalement à l'émergence des mouvements identitaires depuis les années 80. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que la question de l'égalité et de la liberté des femmes s'est retrouvée prise finalement dans cette dérive identitaire jusqu'à aboutir à ce que vous appelez d'ailleurs du nationalo-féminisme? Vous l'avez bien compris, moi je chemine, ce que je dis, sur une ligne de crête parce que je dis non à deux courants opposés, hein, ou qui prétendent s'opposer, et en réalité je trouve qu'ils se renforcent l'un à l'autre. Hein. Ce dont on vient de parler, et puis de l'autre côté, en effet, alors là, ce n'est pas de la récupération, c'est de l'instrumentalisation, avec la caution d'ailleurs, hélas, de certaines féministes, en effet de certaines filles du MLF. C'est pas la peine de le nier, cette idée que l'égalité femmes-hommes et la liberté des femmes, l'émancipation des femmes renvoient à une identité nationale, à une identité française, à une histoire française. C'est-à-dire, enfin, non, justement, pas une histoire, mais une identité. D'une part, il y a ça, et puis d'autre part, il y a l'instrumentalisation du féminisme, en tous les cas de l'émancipation des femmes et de l'égalité femmes-hommes, dans une perspective que je qualifie personnellement d'islamophobe, en ce sens qu'elle sert à stigmatiser d'autres qui ne seraient pas de cette histoire-là et surtout de cette identité-là. On doit se battre sur deux fronts en quelque sorte, hein. Récuser en effet une certaine forme d'identitarisation de race, hein, d'essentialisation liée à la race, et de l'autre côté, une manière de rabattre des concepts politiques, encore une fois, sur une identité française, ce qui est nier l'histoire. Là aussi, c'est une autre écriture de l'histoire. Si ça fait partie de l'identité française, ça veut dire que c'est même pas le produit d'un combat, ça gomme tous les combats qui ont dû être menés génération après génération, réforme après réforme, mouvement après mouvement, victoire après victoire ou défaite après défaite, pour faire changer les choses. Alors on brandit l'universalisme républicain, comme, là aussi c'est l'autre drapeau, comme si et la laïcité, comme si la République et la laïcité ne s'étaient pas parfaitement accommodés de l'inégalité entre les femmes et les hommes, des discriminations, des violences, du sexisme, du patriarcat. Que ça puisse constituer un cadre propice
dans certaines circonstances, plutôt qu'une dictature, oui, bien sûr, mais s'il n'y a pas eu les combats des femmes, s'il n'y a pas eu les mouvements, s'il n'y a pas les engagements, etc., la République n'a pas en tant que telle été favorable la France est un des derniers pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes. Il a fallu quand même attendre le milieu du XXe siècle pour que les femmes françaises puissent voter, alors que d'autres pays, qui d'ailleurs n'étaient pas progressistes sur la question des femmes à bien d'autres égards, avaient déjà reconnu le droit de vote aux femmes depuis très longtemps. Donc, là aussi, on a une sorte d'essentialisation, en quelque sorte, si vous voulez, comme si la France en tant que telle, ou la République française en tant que telle, était porteuse de cette émancipation. Non, elle est un cadre dans lequel cette émancipation a eu lieu, ou est en cours d'effectuation, parce qu'il y a des combats des femmes, avec un enchaînement générationnel tout à fait important. C'est étouffant, tout ça. Moi, ces 2 livres, je les ai écrits vainement sans doute, parce que je ne pense pas que je convaincrai les uns et les autres, mais j'essaie de parler à celles et ceux, et je crois qu'il y en a beaucoup, qui veulent sortir de cet étouffement binaire, manichéen, le bien et le mal. C'est pas ça la réalité. C'est pas le bien d'un côté et le mal de l'autre, c'est plus compliqué. Donc, je plaide pour un féministe qui s'empare de la complexité. La complexité, l'intersectionnalité aurait peut-être cette prise en charge de la complexité, à condition de ne pas la tritouiller, la manipuler et encore une fois l'utiliser, s'en servir comme outil de disqualification. Donc moi j'essaie de respirer un petit peu et j'essaie d'offrir, j'espère que quelques-uns d'ailleurs en effet, s'ils se sentent un peu plus à l'aise, d'offrir un souffle, une respiration, un autre chemin que celui qui vous enferme dans des identités, dans des globalisations, des assignations à résidence. Quand même, précisément, le féminisme s'est refusé d'être assigné à résidence. Alors justement, c'est ce plaidoyer que vous faites pour ce un renouveau du féminisme, cette féminisme de la complexité, vous l'appelez universel, d'où le titre, pour un féminisme universel, et vous énumérez 3 fondamentaux auxquels il faudrait revenir pour arriver à l'avènement de ce féminisme universel. Le premier, c'est l'irréductibilité de la lutte pour la libération des femmes. Deuxièmement, le refus de penser en termes d'identité. Et troisièmement, l'affirmation d'un féminisme universel. Alors concernant le premier point, vous écrivez « La lutte des femmes pour leur émancipation est une lutte spécifique, réductible à aucune autre ». Et ça vous paraît déjà un des fondamentaux. Oui, je trouve ça très bien, c'est très bien dit, là, ça me convient tout à fait. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la subordonner. Des alliances, oui. Une subordination, non. Donc c'est très compliqué de s'allier, si on veut s'allier, parce que je ne nie pas qu'il y a du racisme. Je ne nie ni le racisme, ni l'islamophobie qui existe dans ce pays, ni l'antisémitisme, ni les inégalités sociales, ni le post-colonialisme, le néocolonialisme. Bien sûr que tout ça existe. Mais le combat des femmes, quand il accepte non pas de s'allier, mais de se secondariser, et malheureusement la plupart du temps les alliances, c'est de la secondarisation, perd. Donc, irréductibilité, ça veut dire qu'il faut que nous tracions, que les femmes, les féministes, l'enjeu de l'émancipation doit tracer son chemin, mais ce qui ne veut pas dire à certains moments qu'on ne va pas faire des alliances. Évidemment, demain, aujourd'hui, un homme victime du racisme, je vais être à ses côtés. Bien sûr qu'il n'y a pas que le combat des femmes, mais l'émancipation des femmes, en effet, c'est ça l'autonomie du mouvement féministe. Et d'ailleurs, vous voyez, encore très récemment, l'histoire nous l'a montré, parce que j'évoquais la guerre d'Algérie tout à l'heure, mais si on regarde les printemps arabes, dans ces 10 dernières années, à quel point les femmes ont participé aux luttes sur les places et renversé les pouvoirs existants, etc. Et puis, in fine, qu'ont-elles gagné, elles, pour elles-mêmes, je veux dire, pas grand-chose, hein.
Donc il faut une lutte autonome. Ça me paraît... Donc irréductibilité du combat. Deuxièmement, refus de l'identiarisation du féminisme, ça on en a parlé. Oui, voilà, parce que je pense qu'il ne faut... Parce que si ça renvoie à une identité, ça autorise d'autres, se revendiquant d'une autre identité, de dire « je n'en suis pas ». Quand je suis allée, par exemple, pour prendre un seul exemple, en Afghanistan, après la chute des talibans, et que j'ai rencontré ces femmes enseignantes, bon, à l'époque, j'étais encore inspectrice générale de l'éducation nationale, et puis j'avais été prof. Quand j'ai rencontré ces femmes enseignantes afghanes qui avaient fait école clandestinement pour les filles, puisque sous les talibans, donc fin des années 1998-99, etc., les talibans, les filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Et donc des femmes ont gardé des filles clandestinement dans les caves, etc., ont continué à faire école. Et puis, après la chute des talibans, donc fin 99, 2000, moi je vais en Afghanistan, et les écoles se rouvrent en plein hiver, alors que normalement ça s'ouvre qu'au printemps, au mois de mars, c'était la rentrée scolaire, mais là, évidemment, ouverte dans un climat épouvantable, il pleuvait, il faisait froid, etc., les écoles étaient dégueulasses. Elles rouvrent les écoles, et moi, je me trouve devant des femmes profs qui ont continué leur lutte de femmes pour l'éducation des filles et qui, là, veulent à tout prix rescolariser très vite les filles dans un... Donc, par-delà la différence de religion, de culture, d'histoire, de tout ce que... C'est ça que j'appelle l'en commun des femmes. Je suis là avec elles et on parle de prof à prof, de femmes... Certes, je suis française, athée, je ne porte pas le voile, mais... Voilà, on parle d'école, et on parle d'école pour les filles. J'avais éprouvé la même chose au Kosovo, hein, quand les 2-3 ans avant, pareil, sur reconstruire des écoles pour les filles au Kosovo ou en Afghanistan. Voilà, il faut inclure les différences, enfin, savoir qu'il y a des différences et les dépasser. Et comme je le dis, la vraie différence, c'était ni la culture, ni la religion, ni leur âge, ni rien du tout. C'était qu'elles risquaient leur vie, elles avaient risqué leur vie pour faire ça, et que moi, j'ai jamais risqué ma vie dans mes actions militantes. Hein. J'ai rien risqué. Alors c'est une universelle vers laquelle il faut aller, vous l'avez défini un petit peu tout à l'heure, je voudrais là encore vous citer, vous écrivez: en ces temps d'essentialisation et d'enfermement identitaire, on en a parlé, manié par des bords prétendument opposés, l'universel retrouve une force subversive, sa force subversive, son potentiel émancipateur, et vous appelez de vos voeux donc ce féminisme universel comme mouvement, comme processus sans cesse en chantier, sans cesse reconfiguré, construit et reconstruit dans les luttes, et vous citez en exemple de ce que pourrait être ce féminisme universel, le mouvement MeToo. En quoi est-ce que ce mouvement MeToo vous paraît emblématique peut-être d'une forme de combat à mener et qui incarnerait ce féminisme universel que vous appelez de vos voeux? Parce que MeToo pose une question, j'ai envie de dire, hélas, éternelle, hein, qui est celle de la violence sexuelle contre les femmes. Et cette question des violences, comme la question de l'avortement antérieurement, c'est un enjeu qui dépasse les féministes professionnels. Hein. Je dis ça dans un article, parce qu'il concerne toutes les femmes. Je veux dire, toutes les femmes, depuis toujours, ont eu peur d'être enceintes sans le vouloir et éventuellement d'avorter dans des conditions épouvantables. Et je ne crois pas me tromper en disant que toutes les femmes, à un moment ou à un autre, ont eu peur d'être violées. L'ont été ou pas, mais la peur du viol, la peur de la violence sexuelle est une peur d'ailleurs aussi transmise de génération en génération, la peur d'être enceinte et la peur d'être violée. Anecdote pour anecdote, quand j'ai eu mes règles, je ne sais plus quel âge j'avais, 13, 14, je ne sais plus quel âge, 14 ans je crois, ma mère m'a emmenée dans la chambre, elle m'a dit, bon, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Une seule chose, ma mère. Elle m'a dit, bon, bah, maintenant ma fille, tu peux avoir un bébé. Et ça disait à quel point, voilà, le risque, alors fais gaffe, hein, parce qu'il ne faut pas risquer d'avoir un bébé, parce qu'à l'époque, être une femme enceinte sans être mariée était une chose absolument épouvantable. Donc les violences, qu'est-ce qui s'est passé avec MeToo? C'est parti d'un milieu particulier, hein, la dénonciation donc, de vedettes du cinéma, d'actrices dénonçant un producteur, et d'un pays, les États-Unis. Et ça a eu une extension géographique et une extension sociale. C'est-à-dire que ça s'est mis mois après mois, année après année à concerner le monde entier, hein, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de tous les pays, quasiment, enfin énormément de pays. Et
par-delà justement les religions et les cultures. Énormément, les religions, ça a dépassé le cadre religieux, puisqu'on a eu des accusations portées aussi bien contre des musulmans que contre des juifs, que contre des catholiques, que contre des protestants, que contre des rien du tout en termes de religion. Donc ça a dépassé le cadre religieux. Et ça a gagné beaucoup de milieux sociaux. Partant des actrices, on est passé aux musiciennes, on est passé aux écrivains, on est passé aux ouvrières. Donc l'extension géographique et l'extension sociale, pourquoi? Parce qu'en effet, c'est une question à laquelle toutes les femmes, un jour ou l'autre de leur vie, et quel que soit l'âge en plus, et quel que soit l'âge hélas, peuvent être confrontées et ont cette question-là à affronter, et parfois dans une impunité assez grande des violeurs. Alors, c'est un combat permanent. On s'est battu contre le viol au milieu des années, il y en a d'autres avant nous d'ailleurs, au milieu des années 70, on est là en 2020, et cette question, alors, avec des mots nouveaux bien sûr, on n'utilisait pas le mot féminicide par exemple, hein, c'était un mot assez récent dans son utilisation, mais qui dit cette réalité, à savoir que des femmes peuvent être tuées juste parce qu'elles sont des femmes. La critique des dérives, la critique des exagérations, bien sûr, il y en a toujours. Bien sûr, il y en a des dérives, bien sûr, il y en a des exagérations. Mais nous aussi, on était accusés dans les années 70 d'exagérer, d'être complètement folle, hystérique et de faire des choses absolument épouvantables. Ces dérives et ces exagérations avec lesquelles je peux éventuellement avoir quelques désaccords ne me paraît pas hypothéquer le reste. L'enjeu premier, qui est sortir du silence, oser dire non, oser porter plainte, et pas accepter que des types puissent comme ça continuer de faire ce chantage. Parce que oui, il y a cet enjeu du chantage aussi. Tout ça est tellement moche que je ne prends pas les dérives pour la vérité du mouvement, si vous voulez. Je crois que c'est d'une toute autre ampleur, mais je prends cet exemple du MeToo, mais j'en prends d'autres. Je veux dire, le féminisme universel, il suffit d'ouvrir ses yeux pour le voir. Hein. C'est Nasrin Sotoudeh qui risque la mort en ce moment, puisqu'elle vient d'arrêter sa grève de la faim, mais elle est dans une situation de sanitaire extrêmement précaire. Donc cette avocate iranienne, condamnée à 18 ans de prison et je ne sais pas combien de coups de fouet, parce qu'elle a osé défendre des femmes qui, en Iran, enlevaient le voile dans l'espace public. C'est tunisienne, je crois, il me semble que je cite dans le livre, qui prennent du sang d'animal pour faire croire qu'elles sont encore vierges la nuit des noces pour ne pas avoir d'ennui, etc. C'est les Saoudiennes, et Dieu sait si l'Arabie Saoudite n'est pas un pays très compliqué, qui veulent absolument pouvoir conduire des voitures et qui enfin viennent d'obtenir le droit de ne plus porter tout le temps le hijab. Bon. C'est les Brésiliennes qui se battent pour l'avortement, c'est les Polonaises en Europe qui n'ont pas encore le droit à l'avortement et qui continuent à descendre dans la rue. C'est les Chiliennes là, qui ont dénoncé les sévices sexuels au moment des grandes manifestations, il y a quelques mois au Chili, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples. C'est les femmes qui se battent encore contre l'excision. Parce que vous comprenez, il y a encore beaucoup de femmes dans beaucoup de pays qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, pour ne pas dire épouvantables. Donc tout le discours sur ces blancs, vous êtes bounty, noir dehors mais blanche à l'intérieur, etc., tout ça c'est faire abstraction des réalités que vivent les femmes, voyez. Et donc il faut, pour ça je dis à un moment, dans le monde réel, eh ben, voilà, on coupe le clitoris des femmes, c'est pas une affaire de féminisme blanc, pas blanc, je ne sais pas quelle couleur d'ailleurs. En tout cas, on l'entend, Martine, le combat ne cesse pas et finalement, parfois, les mêmes combats sont encore à reprendre. Alors, j'aimerais vous poser la même question que celle que j'ai posée à Cathy pour terminer. En reprenant le titre de l'ouvrage de Geneviève Brisac, si Sisyphe est une femme, sera-t-elle un jour heureuse? C'est compliqué de répondre à cette question parce que si une femme, je ne sais pas ce que c'est, ça dépend quelle est cette femme qui monte le rocher. Si pour moi, si le rocher redescend à moi,
vivant dans un pays comme la France, le chemin même pour faire monter le rocher peut être un chemin plein de bonheur, plein de joie, plein de plaisir. Je veux dire, la lutte n'est pas, pas un truc comme ça, écrasant. On a été joyeuse. Se battre contre une oppression, c'est de la joie aussi, hein, de se battre avec d'autres, marquer des points. Il y a un plaisir, un bonheur de la lutte. Alors si c'est le chemin, bon. Mais je me dis, c'est des femmes qui se battent depuis 40 ans, depuis 50 ans contre l'excision, par exemple, et qui voient que certes, elles marquent un peu des points, mais que quand même l'excision dans certains pays continue. Et même là, on a eu des informations comme quoi, avec les effets de l'épidémie, le relâchement général, les associations qui perdent des moyens, etc., etc., l'idée de remonter sans cesse ce rocher, alors je ne veux pas parler à sa place, peut-être que remonter le rocher peut lui procurer aussi de la joie ou du plaisir, etc. Mais il y a un moment où ça doit être difficile, si vous voulez. Oui, ce que je veux dire, c'est que, bon, moi je ne peux pas parler à la place des autres femmes, voilà. Remonter le rocher, par la chance d'être née quand même là où je suis née, même si tout n'a pas été facile, mais ce rocher, je l'ai monté et remonté avec difficulté, mais aussi avec beaucoup d'allégresse et de bonheur et de joie de vivre et de tout ça. Donc moi, oui, je peux être heureuse, je peux imaginer une Sisyphe heureuse, mais là, je parle qu'en mon propre nom, hein, je ne veux pas parler au nom. Il y en a qui mènent des combats. Bon, Nasrin Sotoudeh, qui je l'espère ne mourra pas, mais qui va peut-être mourir en prison, bon, je ne sais pas si je peux dire à sa place, j'imagine Sisyphe heureuse. Vous voyez, je dis Nasrin Sotoudeh, je pourrais prendre cette avocate turque morte, elle qui n'a même pas été emmenée à l'hôpital et qui est morte dans sa prison en Turquie, etc. Je pourrais prendre les ouvrières au Bangladesh qui sont mortes parce que l'immeuble s'est effondré sur elles et qu'on s'en fout complètement des conditions de travail de toute une série de femmes et d'hommes aussi d'ailleurs, hélas. Bon, voilà. Je peux répondre que pour moi à cette question sur Sisyphe. Eh bien, merci Martine. Ben, merci à vous.